Koloman Moser, c'est vraiment l'homme de l'ornement vivant, mais en même temps en s'appuyant toujours sur des floraisons. Son ornement, qui pourrait être morne et plat, devient vivant parce qu'il est végétal. La décoration murale pour Moser était justement reprendre en main les arts décoratifs et essayer de refaire un art monumental, mais un art monumental, pas une décoration. C'est un des peintres les plus importants de la Sécession et sans doute le numéro 2 de la Sécession après Klimt. C'est un très bon peintre, Koloman Moser, qui avait beaucoup d'idées et qui avait surtout beaucoup de goût pour un art décoratif. C'est là où il était très fraternel avec Klimt. Koloman Moser, c'est le créateur avec Hofmann des Wiener Werkstätte, les ateliers viennois. Cette collaboration entre artistes, artisans, designers a véritablement pénétré au plus profond des modes de vie des Autrichiens. Leur idée, c'est de mettre tout leur acquis visuel, pictural, plastique au service de la création de ces objets. Et donc on voit ce que ça a donné, c'est-à-dire effectivement l'une des périodes les plus extraordinaires dans le domaine des arts décoratifs de tous les temps. Les meubles de Koloman Moser faits en 1900 dans le cadre de la Wiener Werkstätte sont parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du mobilier. Cette thèse de l'abandon des arts mineurs et des arts majeurs, en effet, il est dans la Sécession, mais il est dans tout l'art moderne du XXe siècle. Et c'est l'idée qu'on va faire de l'art avec tout. On abandonne l'idée de la décoration intérieure des maisons, où tout était en détenture, tout était fermé, il y avait de multiples tapis, les murs étaient couverts de livres ou de tableaux. Eh bien, au contraire, on va simplifier tout ça et mettre l'objet nu en tant qu'il est lui-même un art. Koloman Moser et Hofmann aménageaient les salons de ces femmes riches qui posaient pour être peintes par Klimt. Donc ces femmes s'habillaient, se couvraient la peau, posaient leurs fesses sur des chaises et étaient elles-mêmes peintes par un peintre de l'érotisme, ce qui fait que du corps à l'espace, tout est traversé par un même mouvement. Pour les peintres de cette époque, avaient une chance extraordinaire. Quand ils peignaient des femmes, c'est qu'il y avait ces robes sublimes, immenses, qui étaient comme d'immenses corolles, fleurs. Enfin, ils avaient beaucoup de chance. Parce que maintenant, si on veut faire le portrait de quelqu'un, on se borne au visage. On n'ira pas beaucoup plus loin. Ce que j'aime particulièrement dans les tableaux de Klimt, c'est les mains des femmes. Il y a une première main qui apparaît dans le tableau de Adele Bloch-Bauer. Cette femme avait un petit handicap, elle avait un doigt crochu. Donc Klimt, par gentillesse et galanterie, a enjolivé cette paralysie et a présenté cette main crispée. Où est Klimt dans ce tableau? Il aimait cette femme. Il est possible que dans ce vertige décoratif qui l'entoure, il y ait aussi la volonté de représenter l'élan masculin vers la femme qu'il aime. Quand on regarde justement certains détails, n'est-ce pas, du portrait d'Adele Bloch-Bauer, qui est un des sommets de la création de cet artiste, je ne dis pas que c'est de la peinture abstraite, mais c'est vrai que ça y prépare. C'est-à-dire que ce sont des éléments plastiques, des éléments visuels qui valent pour eux-mêmes.
toutes les femmes sont, et celles de la période dorée, sont recouvertes de ces manteaux extraordinaires. Je pensais à la naissance du cinéma, c'est aussi la même époque. Il y a une représentativité qu'on va retrouver naturellement. C'est très théâtral. C'est par l'allégorie qu'il faut entrer dans la peinture viennoise. Loin des obligations du portraitiste, l'artiste peut donner libre cours à ses fantasmes et faire du modèle ce qu'il veut. Judith, Salomé, Danaé posent la question de tous les créateurs de cette époque. Comment dire le féminin ? Klimt prend possession de la femme par la peinture et se laisse aller à une sorte de fascination pour les courbes de son corps. Il réalise des nus provocants qui déconcertent le public viennois. Ce célibataire endurci avait toujours plusieurs modèles qui flânaient nus ou en petites chemises, choquant parfois le visiteur qui franchissait la porte de son atelier. À cette époque, les modèles étaient souvent assimilés à des prostituées. Klimt comme Schiele sont confrontés à ces tabous sociaux. À Vienne, la pornographie était une industrie florissante. Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, l'hypocrisie était de règle et certains tableaux de Schiele résonnent comme des hurlements. Dans le baiser, c'est une des toiles les plus réussies, à mon avis, de cette période. Dans le baiser, là, il atteint au mythe. Parce que le baiser, ce n'est plus une chose érotique, ça représente tout le geste symbolique de l'amour et tout ce flamboiement doré qui vient de cette passion amoureuse. Et c'est une illumination, il n'y a aucun doute. Le cardinal et la nonne est une paraphrase du baiser de Klimt. Il représente une scène idyllique de paradis, tandis que Schiele la transpose dans un monde expressionniste. Ce n'est pas sa maîtresse d'alors, Vali, qui lui a servi de modèle pour la nonne. C'est son propre visage que Schiele va féminiser. Et au contraire, pour représenter les jambes du cardinal, il va utiliser celles de Vali, sa maîtresse, en leur donnant un aspect extrêmement masculin. La position des jambes, l'utilisation des vêtements masculins, c'est une façon d'exprimer une sexualité violente, une provocation poussée à l'extrême. Schiele est un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui conteste l'ordre social tel qu'il est. Beaucoup plus que Klimt, qui est peut-être regardé comme un personnage scandaleux,
pour ses mœurs, mais Schiele va plus loin. Il y a une conscience, je pense, sociale très aiguë et un refus total d'un certain nombre de canons sociaux et moraux. Sigmund Freud. L'éducation interdit non seulement aux femmes de s'occuper intellectuellement des problèmes sexuels pour lesquels elles ont la plus vive curiosité, mais elle les effraie en leur enseignant que cette curiosité est antiféminine et le signe d'une disposition au péché. Par là, on leur communique la peur de penser et le savoir perd de la valeur à leurs yeux. Ajoutons que pour un peuple, la restriction de l'activité sexuelle s'accompagne très généralement d'un accroissement de l'anxiété de vivre et de l'angoisse de la mort. Tout ceci nous permet de nous demander si notre morale sexuelle civilisée vaut les sacrifices qu'elle nous impose. À la fois, Schiele est très très proche de Klimt, et en même temps, il est l'autre versant, ce que j'appelle le soleil noir de cette lumière. Il est l'ombre portée de cette lumière aveuglante. Chez Klimt, le dédoublement, il se fait dans l'organisation de la toile même, du tableau. Chez Schiele, non, c'est dans le trait qui se dédouble, qui est toujours à la fois noir et rouge, noir et ocre, et dont on voit qu'il y a une espèce de tremblement qui se joue là, et de liquéfaction aussi. C'est ce qu'on a appelé son érotisme triste. Schiele est celui qui tord le cou à la ligne, qui lui fait prendre des angles, des bosses. Schiele va surligner cette ligne bosselée et trouée par de la couleur qui est comme une blessure, comme du sang qui suppure, comme du pus qui s'écoule. En 1905, Schiele avait alors 15 ans. Fin décembre, Egon était sorti pour dessiner comme il le faisait chaque fois qu'il se sentait angoissé. Quand il rentra à la maison, son père s'était donné la mort à l'aide d'un pistolet. Chez Schiele, la mort du père, qui est quand même un fait aussi érotique, puisque c'est le premier amour masculin qu'on ait dans sa vie, c'est l'amour qu'on porte à son père, et c'est cette chose-là qui déclenche un art qui est un art nouveau. Parce que Schiele, justement par rapport à Klimt, ne peut pas être accusé de mondanité décorative. Ça, on ne peut pas le dire de Schiele. Il y a ce caractère de distorsion qui donne un aspect étrange. Vous avez aussi la composition qui est liée à une tragédie de la vie, à une tragédie intérieure. Ce n'est pas vraiment un autoportrait. Il se sert de sa personnalité, de son apparence comme motif. Il l'inclut dans une composition absolument fantastique et réaliste. Ce qu'il met en valeur, ce sont les couleurs de pourriture et de décomposition, ce qui est également révélateur de son amour pour l'aspect gothique. Auch ein bisschen noch mit der Liebe zur Gotik zusammen. Schiele est une peinture d'un très très grand raffinement et d'une très grande maîtrise. C'est une peinture basée sur le trait, donc beaucoup plus tournée vers la latinité, je dirais, vers des gens comme Matisse, comme Picasso.